Avez-vous déjà pensé qu'une simple photographie pouvait contenir toute une vie, un secret et une vérité que personne n'a jamais osé dire? En avril 1917, à Verdun, un soldat de 29 ans a été photographié, assis dans la boue, tenant un morceau de papier entre ses mains. Pendant des décennies, tout le monde a cru qu'il lisait une lettre reçue du front. Mais ce que les archives ont révélé plus tard a bouleversé l'histoire de 3 générations. Car ce papier n'était pas une lettre reçue, mais une lettre écrite pour une fille qui n'était pas encore née. Restez bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisada inspirée de faits réels. Celle d'un homme qui écrivait dans la boue pour un amour qu'il ne connaîtrait jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela nous aide à faire voyager ces histoires de vie à travers le monde et à rappeler que derrière chaque photo ancienne, il y a une émotion humaine qui mérite d'être entendue. Sur cette photographie prise à Verdun en avril 1917, un homme de 29 ans est assis dans la boue, adossé à un tronc d'arbre mort. Sa main gauche tient un morceau de papier plié. Sa main droite, ce qui reste d'un crayon taillé dans une douille désactivée. Son regard est calme, presque serein, alors que l'horizon derrière lui n'est que dévastation. Le photographe militaire qui passait entre les tranchées a noté dans son carnet « Lettre d'un père inconnu ». Personne ne savait que le papier dans les mains d'Antoine Leclerc n'était pas une lettre reçue. C'était un brouillon, des mots griffonnés pour quelqu'un qui n'était pas encore né. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cet homme sourit sur la photo, alors qu'il sait qu'il ne reverra jamais celle qu'il aime. Cette photographie a été retrouvée dans les archives départementales de la Marne, en 1965, parmi des centaines d'images anonymes. Mais regardez attentivement son sourire. C'est le sourire de quelqu'un qui porte un secret terrible. Un secret qui, s'il était découvert, changerait tout pour une femme vivant à 300 km de là. Antoine Leclerc était maître maçon à Reims avant la guerre. Il louait une petite chambre rue Cérès et subvenait aux besoins de sa mère veuve, Colette, et de sa fiancée, Madeleine Vautrin, fille du boulanger local. En mars 1916, 3 jours avant son départ pour le front, Madeleine lui a murmuré la nouvelle. Elle attendait un enfant. Antoine a promis d'écrire, promis de revenir avant l'hiver. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa lettre annonçant qu'il reviendrait ne parviendrait jamais à destination. Les archives du service historique de la Défense confirment qu'entre 1916 et 1917, 30% des correspondances militaires ont été perdues dans le chaos postal. Antoine n'a jamais su si Madeleine avait reçu ses premiers mots. L'offensive de Verdun a englouti les mois. Les réponses ne venaient pas. Alors, à l'automne 1916, pendant que son bataillon se reposait dans des abris de fortune, Antoine a commencé à écrire des petits journaux pour une fille qu'il n'avait jamais vue. Il l'appelait « ma petite lumière » parce qu'il vivait dans l'obscurité des tranchées et qu'elle représentait tout ce qui restait de vivant en lui. Il écrivait mal, raturait souvent. Les autres soldats se moquaient gentiment de ses lettres pour des fantômes. Mais Antoine continuait. Il parlait de l'odeur du pain de sa mère, des pierres qu'il utilisait pour construire des murs, de l'espoir d'un temps où elle pourrait marcher pieds nus sans craindre les mines. Le commandant lui permettait d'écrire sur des morceaux de papier usagés, d'anciens brouillons de cartes militaires que la censure ne confisquait pas parce qu'ils ne contenaient aucune indication de position. Un jour d'avril 1917, alors qu'Antoine tenait l'un de ses papiers avec le nom Lucie écrit en haut, le photographe officiel est passé. Il a levé son appareil. Antoine a esquissé un sourire, comme on sourit quand on pense à ce qui pourrait être. Le clic de l'obturateur a figé l'instant. Et le secret, ce qu'Antoine ignorait, c'est que ce serait l'une des dernières fois qu'il écrirait. Parce qu'en janvier 1918, un éclat d'obus l'a touché dans le dos pendant une retraite. Rien de glorieux. Juste du métal chaud déchirant la chair pendant qu'il courait. Il a été évacué vers un hôpital de campagne à Nancy. Les médecins l'ont recousu tant bien que mal. 3 semaines plus tard, un ordre de retour au front est arrivé. Antoine a embarqué dans un train militaire bondé,
serrant dans sa poche les derniers mots qu'il avait écrits pour Lucie. Le train n'a jamais atteint sa destination. Un bombardement aérien allemand l'a pulvérisé près de Bar-le-Duc. Le corps d'Antoine Leclerc n'a jamais été retrouvé. Les registres d'état civil de Reims, conservés malgré le bombardement de 1917, le listent comme disparu et non mort. Ce qui signifie que Madeleine, restée à Reims, n'a jamais touché de pension de veuve, parce qu'il n'était pas marié, parce qu'il n'y avait pas de corps. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qu'au moment où Antoine montait dans ce train, à 300 km de là, une femme aux mains abîmées par la lessive tenait un bébé dans ses bras. Elle l'avait appelée Lucie. Et elle pleurait en silence, parce que les lettres avaient cessé d'arriver. Ce qui allait suivre prendrait près de 50 ans à se révéler. Et tout commencerait par une photographie publiée dans un journal que Madeleine n'aurait jamais dû voir. Reims, 1916. Une ville où les mères cachaient leurs enfants en entendant des pas, où chaque lettre du front pouvait être la dernière, où une fille enceinte sans alliance devenait invisible. Quand Madeleine Vautrin a commencé à montrer, son père, le boulanger de la rue de Vesle, l'a mise à la porte pendant 3 mois. Les voisins murmuraient. Les clientes détournèrent le regard. Dans les témoignages de veuves non mariées recueillis entre 1920 et 1950, cette expérience revient constamment. L'isolement, la honte, le silence comme seule défense. Madeleine a trouvé refuge dans une chambre minuscule près des lavoirs municipaux. Ses mains, autrefois douces de pétrir la pâte, sont devenues rouges et gercées à force de frotter le linge des autres dans l'eau glacée mélangée à la soude caustique. Elle gagnait juste assez pour payer la sage-femme. Juste assez pour manger 1 fois par jour. Pas assez pour acheter du charbon l'hiver. Mais ce qui la détruisait vraiment, ce n'était pas la pauvreté. C'était le silence. Madeleine a écrit 47 lettres à Antoine entre mars 1916 et janvier 1918. Les archives postales de l'époque, conservées par le service historique de la Défense, montrent qu'elle a payé pour chacune d'elles malgré sa misère. 47 enveloppes adressées au 151e régiment d'infanterie, secteur de Verdun. Pas une seule n'est revenue. Pas une seule n'a reçu de réponse. Elle écrivait tout, la grossesse, les coups de pied du bébé, la peur d'accoucher seule, les noms qu'elle avait choisis. Elle lui racontait que son père avait fini par lui pardonner, que sa mère tricotait en secret de petits chaussons blancs. Elle lui jurait qu'elle l'attendrait, qu'elle ne croirait jamais qu'il était mort tant qu'on ne lui montrerait pas un corps. Mais Antoine ne recevait rien. Parce que le courrier militaire de 1916 et 1917 était un chaos. Les sacs postaux s'empilaient dans des dépôts bombardés. Les adresses devenaient illisibles sous la boue. Les bataillons changèrent de secteur sans prévenir. Et parfois, juste parfois, les lettres arrivaient 6 mois trop tard, adressées à des hommes déjà morts. Pendant ce temps, dans les tranchées de Verdun, Antoine survivait. Il ne savait pas si Madeleine avait gardé le bébé, si elle l'avait quitté, si elle était morte en couche comme tant d'autres. L'incertitude le rongeait plus que le froid ou la faim. Alors, il écrivait pour Lucie. Un nom qu'il avait choisi parce qu'il signifiait « lumière » et qu'il vivait dans le noir. Il dessinait la recette du pain de sa mère, avec des petits croquis maladroits parce qu'il ne savait pas bien écrire. Il griffonnait « pour que tu saches d'où tu viens ». Un camarade de tranchée, rescapé de la guerre, a raconté des années plus tard « Leclerc sifflait en écrivant ». Antoine n'était pas un martyr silencieux. C'était un homme qui refusait de mourir avant d'avoir laissé une trace, même si cette trace ne serait peut-être jamais lue. Le 12 novembre 1916, Madeleine a accouché seule dans sa chambre. Une voisine lavandière, une femme qui avait elle-même perdu son mari au front, est venue l'aider. D'autres femmes du quartier ont apporté du linge propre, un peu de lait, des légumes. Cette solidarité invisible entre femmes abandonnées n'apparaît dans aucun livre d'histoire, mais elle a sauvé des centaines de vies. Madeleine a appelé sa fille Lucie, sans savoir que 300 kilomètres plus loin, un homme écrivait ce même nom sur des bouts de papier froissés. Les mois ont passé. Madeleine allaitait Lucie entre 2 lessives. Elle chantonnait des berceuses en frottant le linge. Chaque soir, avant de dormir,
Elle racontait à sa fille l'histoire d'un homme qui construisait des ponts. Elle ne disait jamais « ton père », juste « un homme ». Comme si garder le flou pouvait la protéger de la vérité. Et puis, en avril 1918, quelque chose a changé. Le journal local, L'Illustration, a publié une série de photographies de la Grande Guerre, des visages anonymes de soldats pris par des correspondants militaires. En page 4, entre un portrait de poilu fumant la pipe et un autre nettoyant son fusil, il y avait une image. Un homme assis dans la boue, tenant un morceau de papier, avec un sourire étrange. La légende disait simplement « Lettre d'un père inconnu ». Verdun, 1917. Madeleine a reconnu le menton, la forme des oreilles, la manière dont les doigts tenaient le papier, mais elle n'était pas certaine, absolument pas certaine, parce que la photo était floue, parce que la guerre change les visages, parce que vouloir voir quelqu'un peut faire apparaître son fantôme partout. Elle a découpé la photo, l'a glissée dans une enveloppe, et a pris une décision qui la hanterait pendant 50 ans. Elle ne dirait rien à Lucie. Parce que garder cette photo serait nourrir un faux espoir. Parce que si Antoine était vivant, il serait revenu. Ce que Madeleine ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Antoine Leclerc était déjà mort depuis 2 mois, pulvérisé dans un train près de Bar-le-Duc. Disparu sans trace, sans sépulture, mais dans cette enveloppe cachée au fond d'un tiroir, un père et une fille étaient réunis pour la première fois, à travers du papier journal jauni, à travers un regard figé, à travers l'amour le plus pur, celui qui n'attend aucune réponse. Grandir avec un demi-deuil, c'est vivre dans une maison où tout murmure un nom qui n'est jamais prononcé. Lucie Vautrin a grandi entourée d'objets fantômes. Un vieux tablier de maçon plié dans une armoire, des outils rouillés sous l'escalier, une paire de gants de travail avec les initiales AL gravées au fer. Sa mère ne parlait jamais de l'homme qui les avait possédés. Mais elle ne les jetait pas non plus. À l'école, dans les années 1920 et 1930, Lucie entendait les autres enfants chuchoter « fille de lavandière, bâtarde de guerre ». Ces mots revenaient comme des gifles silencieuses. Les professeurs détournèrent le regard. Dans la France de l'après-guerre, les enfants sans père portaient une marque invisible, un stigmate que même la République ne voulait pas reconnaître. Madeleine travaillait toujours au lavoir. Ses mains ne guérissaient jamais complètement. Mais elle avait reconstruit quelque chose qui ressemblait à une vie. Elle avait des amis, un petit jardin derrière la maison, des dimanches où elle riait. Elle n'était pas restée figée dans le chagrin. Elle avait aimé Antoine sans s'annuler elle-même. Reims se reconstruisait pierre par pierre après les bombardements de 1917, et Madeleine se reconstruisait avec elle. Mais Lucie voulait savoir. À 16 ans, en 1932, elle a commencé à fouiller. Elle a trouvé la vieille carte de mobilisation de 1916 cachée dans une boîte à chaussures. Nom, Antoine Leclerc. Régiment, 151e RI. Date de départ, mars 1916. Statut, disparu. Disparu. Pas mort. Disparu. Lucie a pris le train pour Paris. A passé 3 jours dans les archives militaires de Vincennes. Les registres étaient incomplets. Beaucoup avaient brûlé pendant le bombardement de 1940. Mais elle a trouvé des listes. Des centaines de pages de noms imprimés en petits caractères. Elle a compté 847 soldats nommés A. Leclerc avait été tué ou porté disparu entre 1914 et 1918. 847. Comment retrouver un fantôme parmi 847 fantômes? Elle est rentrée à Reims, vaincue. Sa mère l'a regardée avec une douleur immense mais n'a rien dit. Ce silence pesait comme du plomb. Lucie a compris ce jour-là qu'elle ne saurait peut-être jamais. Que certaines absences ne se comblent pas. Qu'il faut apprendre à vivre avec le vide. Les années ont passé. Lucie est devenue institutrice. Elle aimait enseigner l'histoire aux enfants, leur raconter les grandes dates, les batailles, les traités. Mais elle ne parlait jamais de la Grande Guerre. C'était trop proche, trop personnel. Ses élèves sentaient qu'il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas, une tristesse qui affleurait quand elle prononçait l'année 1917.
Elle n'a jamais épousé personne. Les hommes qui s'approchaient rencontraient toujours le même mur invisible. Lucie avait peur d'hériter de l'abandon, peur de créer un nouveau vide. Mais en 1958, à 42 ans, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a adopté une petite fille orpheline de 3 ans. Elle l'a appelée Émilie. Parce qu'il fallait briser le cycle des absences. Il fallait créer une présence là où il n'y avait eu que du manque. Madeleine, devenue vieille, regardait sa fille élever cet enfant et pleurait parfois sans raison apparente. Lucie croyait que c'était l'âge. Mais c'était autre chose. C'était voir l'amour se transmettre malgré tout. Malgré la guerre. Malgré les secrets. En 1965, Lucie a reçu une invitation de son ancienne université à Paris. Une grande exposition photographique sur la Première Guerre mondiale au Grand Palais. Visage de 14-18, hommage aux soldats inconnus. La France, 50 ans après la guerre, commençait enfin à honorer ceux qui n'avaient pas de nom sur les monuments aux morts. Ceux qui avaient disparu sans trace. Lucie a hésité. Elle n'aimait pas remuer ses fantômes. Mais quelque chose l'a poussée à y aller. Peut-être la curiosité. Peut-être l'espoir insensé de voir un visage familier parmi les milliers de portraits anonymes. Peut-être juste le besoin de comprendre à quoi ressemblait le monde où son père avait cessé d'exister. Elle a pris le train un samedi matin d'octobre. Madeleine, 72 ans maintenant, les mains tremblantes à cause de l'âge et d'un début de sénilité, l'a regardée partir. Elle n'a rien dit, mais dans ses yeux, il y avait une terreur muette. Comme si elle savait que quelque chose allait se briser. Le Grand Palais était immense. Des centaines de photographies tapissaient les murs. Des tranchées, des champs de bataille, des villages détruits, et des visages. Des milliers de visages figés dans le temps. Jeunes hommes en uniforme, vieux avant l'âge, souriant parfois, le regard vide d'autrefois. Lucie a marché lentement dans les galeries. Elle observait chaque portrait comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Et puis, dans la salle consacrée à Verdun, elle est passée devant une photographie sans s'arrêter. Un homme assis dans la boue, tenant un morceau de papier. Elle a continué son chemin. Mais 20 minutes plus tard, quelque chose l'a fait revenir. Une sensation étrange, comme une décharge électrique dans la nuque. Elle s'est plantée devant la photo, a regardé le menton, les oreilles, la manière dont les doigts tenaient dans le papier, et elle a su, pas avec sa tête, avec son corps, avec cette certitude animale qui n'a besoin d'aucune preuve. Elle a lu la légende, lettre d'un père inconnu, Verdun, 1917. Lucie Vautrin, 49 ans, institutrice à Reims, fille de Madeleine la lavandière, venait de regarder son père dans les yeux pour la première fois de sa vie, et il souriait. Il souriait en tenant une lettre qui n'arriverait jamais. Elle n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle a demandé au conservateur une copie de la photographie. S'est assise sur un banc pendant 40 minutes, juste à regarder, à mémoriser chaque détail, les rides autour des yeux, la boue sur les bottes, la sérénité impossible de ce sourire. Et puis elle a compris pourquoi sa mère n'avait jamais parlé. Parce que comment expliquer à une enfant qu'on n'a pas assez 50 ans, à aimer un homme qui n'a jamais su qu'elle existait? Le train du retour vers Reims allait être le plus long voyage de sa vie. Parce qu'au bout, il y avait une vieille femme qui attendait la seule question qu'elle avait redoutée toute sa vie. C'était lui, n'est-ce pas? Le train de Paris à Reims traverse des paysages que Lucie ne voit pas. Elle tient la copie de la photographie entre ses mains comme on tient une relique sacrée. Elle observe chaque détail, la boue qui recouvre les bottes, l'abri de fortune derrière, la manière dont les épaules sont légèrement affaissées malgré le sourire. Et surtout, ce papier dans la main gauche, ce morceau de vie gelé dans le temps. Lucie se souvient de toutes les fois où elle a demandé à sa mère « Comment était-il ?» et du regard que Madeleine détournait toujours, de ce silence qui pesait comme une pierre sur la poitrine. Maintenant, elle comprend. Le silence de Madeleine n'était pas de la crueldade, c'était de la protection. Protection contre la douleur d'aimer un fantôme. Protection contre l'impossibilité de faire son deuil sans corps, sans certitude, sans fin. Pendant 49 ans, Lucie a cru que sa mère gardait le silence par honte,
honte d'avoir été abandonnée, honte d'avoir un enfant hors mariage. Mais maintenant, en regardant ce visage figé en 1917, elle réalise que Madeleine n'a jamais été abandonnée. Elle a été volée. Par la guerre, par le temps, par le destin. Le train arrive à Reims en fin d'après-midi. Lucie marche lentement vers la petite maison de la rue Cérès où sa mère vit seule maintenant. La même rue où Antoine louait une chambre 50 ans plus tôt. Reims a été reconstruite après les bombardements, mais certaines rues portent encore les cicatrices invisibles de la Grande Guerre. Elle pousse la porte. Madeleine est assise près de la fenêtre, les mains tremblantes posées sur ses genoux. À 72 ans, la vieillesse et un début de démence lui volent parfois les mots, mais jamais les souvenirs. Elle lève les yeux vers sa fille et voit immédiatement l'enveloppe dans ses mains. Quelque chose dans son regard se brise. Lucie ne dit rien. Elle s'assoit en face de sa mère, pose l'enveloppe sur la petite table entre elles, à côté des tasses de thé qui refroidissent. Ne l'ouvre pas tout de suite. Le silence entre elles est chargé de 50 ans de non-dits. Puis, lentement, Lucie sort la photographie. La place sur la table, face vers le haut. Madeleine regarde l'image, et ses mains tremblantes se figent. Elle tend les doigts, touche le visage de l'homme dans la boue. C'est un geste que Lucie n'a jamais vu auparavant. Un geste d'une intimité terrible. Comme si Madeleine touchait quelqu'un de vivant. Comme si 50 ans s'effaçaient en un instant. La vieille femme passe son index sur le menton de l'homme, sur ses oreilles, sur ses mains qui tiennent le papier. Et elle murmure, d'une voix si basse que Lucie doit se pencher pour entendre. Il construisait des murs, pas des maisons. Juste des murs, pour les autres. Il disait qu'un bon mur pouvait durer 100 ans. C'est la première fois en 49 ans que Madeleine parle de lui. La première fois qu'elle prononce des mots qui le font exister au-delà du silence. Lucie sent quelque chose se déchirer dans sa poitrine. C'est lui, n'est-ce pas? Madeleine ne répond pas directement. Elle continue de caresser la photo du bout des doigts, comme si elle pouvait sentir la texture de la boue, la rugosité du papier qu'il tient. Puis elle lève les yeux vers sa fille et dit simplement « Il a construit des murs, n'a pas laissé de maison. Mais il a laissé des racines. » C'est tout. 6 mots en français qui contiennent toute une vie, toute une guerre. Tout un amour qui n'a jamais reçu de réponse. Lucie tend la main par-dessus la table, prend la main tremblante de sa mère, et pour la première fois depuis qu'elle est petite fille, elle la voit pleurer. Ce ne sont pas des larmes de désespoir, ce sont des larmes de reconnaissance, de soulagement, comme si porter ce secret pendant 50 ans avait été un poids écrasant qu'elle pouvait enfin poser. Lucie pleure aussi, mais pas pour l'homme qu'elle n'a jamais connu. Elle pleure pour sa mère. Pour la jeune femme de 20 ans qui a écrit 47 lettres sans réponse. Pour la lavandière aux mains abîmées qui a élevé une fille seule pendant que la ville entière la jugeait. Pour la vieille femme qui a gardé un amour vivant en silence pendant un demi-siècle. Elles restent ainsi pendant longtemps, mains jointes au-dessus de la photographie d'un homme qui sourit dans la boue. 3 générations réunies autour d'une table, un mort, une survivante, et l'héritage invisible de leur amour. Ce soir-là, Madeleine parle. Pas beaucoup. Les mots viennent difficilement, entrecoupés de longs silences. Mais elle raconte. Le goût du pain que faisait Antoine, sa manière de siffler en travaillant, comment il sculptait de petites fleurs dans les chutes de pierre pour les offrir aux enfants du quartier. La nuit avant son départ, où il a posé sa main sur son ventre encore plat et a dit « Si c'est une fille, appelle-la lumière ». Lucie écoute. Et elle réalise que sa mère n'a pas gardé le silence par honte. Elle l'a gardé parce que certaines douleurs sont trop grandes pour être partagées. Parce que dire son nom à haute voix aurait été le perdre une deuxième fois. Quand Madeleine s'endort cette nuit-là, Lucie reste assise dans le salon. Elle regarde la photographie sous la lumière de la lampe. Son père, un homme de 29 ans qui écrivait dans la boue pour une fille qu'il n'a jamais connue. Un homme qui a construit des murs, mais a laissé quelque chose de beaucoup plus solide. La preuve qu'on peut aimer quelqu'un sans jamais recevoir de réponse. Et Lucie comprend maintenant qu'elle a passé 49 ans à chercher un père. Mais ce qu'elle vient de trouver, c'est quelque chose de plus grand.
La certitude que l'amour n'a pas besoin de preuves pour être réel, qu'il peut survivre à la guerre, au temps, au silence, qu'il peut se transmettre comme une langue ancienne, de bouche à oreille, de mère à fille, de génération en génération. Le lendemain matin, Lucie prend une décision. Elle ne cherchera pas d'autres preuves, pas de documents officiels, pas d'exhumation de dossiers militaires, pas de tests ADN qui n'existent pas encore. La photographie suffit, parce que la vérité n'est pas dans les papiers. Elle est dans le geste de sa mère passant ses doigts sur le visage de l'homme dans la boue. Elle est dans ces 6 mots. Il a construit des murs, mais a laissé des racines. Et ces racines vont maintenant porter des fruits inattendus. En 1967, Lucie Vautrin commence à faire quelque chose d'étrange pour une institutrice de 51 ans. Elle apporte une photographie en classe et raconte une histoire. Pas l'histoire des grandes batailles. Pas celle des généraux et des traités. L'histoire d'un homme qui écrivait dans la boue pour quelqu'un qu'il ne verrait jamais. L'histoire d'une femme qui a aimé un fantôme pendant 50 ans. L'histoire d'une fille qui a trouvé son père dans une galerie de visages anonymes. Les élèves écoutent, silencieux. Certains pleurent. D'autres posent des questions que Lucie ne peut pas répondre parce qu'elle-même ne sait pas. Mais ce qui les marque tous, c'est la manière dont elle tient la photographie. Comme on tient quelque chose de sacré. Comme on tient la preuve que l'amour peut exister sans réponse. Lucie ne fait pas cela pour la gloire ou la reconnaissance. Elle le fait parce qu'elle a compris quelque chose de fondamental. L'absence peut devenir présence si on la transforme en héritage. La douleur peut devenir enseignement si on accepte de la partager. D'autres écoles l'invitent. Des associations d'anciens combattants lui demandent de témoigner. Lucie parle de Madeleine, la lavandière aux mains abîmées qui a élevé une fille seule. Elle parle d'Antoine, le maçon qui construisait des murs et écrivait des lettres pour une lumière qu'il ne verrait jamais. Elle parle d'elle-même, qui a passé 49 ans à chercher et a finalement trouvé, non pas un père, mais une vérité plus grande. En 1969, un ancien combattant approche Lucie après une conférence. Il tremble en tenant sa canne. Il dit qu'il a connu un Leclerc à Verdun, qu'il se souvient d'un homme qui sifflait en écrivant sur des bouts de papier. Lucie écoute, le cœur battant. Mais rapidement, elle réalise que les dates ne correspondent pas, que les souvenirs du vieillard se mélangent. Il confond les années, les visages. La mémoire est fragile, les témoignages, incertains. Mais cela n'a plus d'importance. Lucie n'a plus besoin de preuves. La photographie suffit. Le geste de sa mère passant ses doigts sur le visage de l'homme suffit. L'amour n'a jamais eu besoin de certificat pour exister. En novembre 1970, Madeleine Vautrin meurt à l'âge de 74 ans. Paisiblement dans son sommeil, dans la petite maison de la rue Cérès. Lucie est à ses côtés. Émilie, sa fille adoptée maintenant âgée de 15 ans, tient la main de sa grand-mère adoptive pendant qu'elle s'éteint. Les funérailles sont simples. Pas de discours grandiloquents, pas de couronnes immenses. Juste des femmes du quartier, anciennes lavandières, qui viennent déposer des fleurs blanches. Et 12 anciennes élèves de Lucie, devenues adultes, certaines déjà mères, qui forment une haie silencieuse devant le cercueil. Lucie ne fait pas graver le nom d'Antoine sur la pierre tombale. Ce serait un mensonge bureaucratique. Officiellement, ils n'ont jamais été mariés. Officiellement, il est mort disparu sans trace. Mais elle enterre quelque chose avec sa mère. Une petite boîte en bois contenant la photographie du soldat dans la boue et un bout de tissu, le vieux tablier de maçon avec les initiales AL gravées. Et sur la pierre tombale, elle fait graver une phrase en français simple, sans fioritures académiques, dans les mots qu'Antoine aurait utilisés s'il avait pu écrire correctement, pour ceux qu'on n'a jamais connus, mais qu'on a aimés quand même. Pendant la cérémonie, une des anciennes élèves, Marie, maintenant mère de 2 enfants, s'approche de Lucie et murmure « Madame, vous nous avez appris que l'amour n'a pas besoin de preuves pour être réel. » Lucie sourit à travers ses larmes. Parce que c'est exactement cela, la leçon la plus importante qu'elle a apprise. Pas dans les livres, pas dans les archives, dans le silence de sa mère,
dans la sérénité du sourire de son père figé sur une photo. Dans la manière dont l'amour peut traverser le temps sans jamais recevoir de réponse. Les années passent. Lucie continue d'enseigner jusqu'à sa retraite en 1982. Elle meurt en 1995, à 79 ans, entourée d'Émilie et de ses petits-enfants adoptifs. La photographie, elle ne la donne pas à un musée. Elle ne veut pas que son père devienne une pièce de collection parmi des centaines d'autres visages anonymes. Elle la laisse à Émilie. Et aujourd'hui, en 2025, cette photographie est toujours dans la famille. Émilie, maintenant âgée de 70 ans, la garde dans un cadre simple sur sa table de chevet. Elle raconte à ses propres petits-enfants l'histoire de l'homme qui écrivait dans la boue, de la femme qui a aimé un fantôme, et de la fille qui a cherché pendant 49 ans avant de trouver. Mais ce qu'elle leur dit surtout, c'est ceci. L'amour le plus pur est celui qui n'attend aucune réponse. Celui qui existe malgré la distance, malgré le silence, malgré la mort. Celui qui se transmet de génération en génération, non pas comme une tragédie, mais comme une promesse. Antoine Leclerc n'a jamais su que sa fille était née. N'a jamais reçu de réponse à ses lettres griffonnées sur des bouts de cartes militaires, est mort dans un train bombardé, sans laisser de traces. Mais il a laissé quelque chose de beaucoup plus précieux qu'un corps à enterrer, ou un nom sur un monument. Il a laissé la preuve vivante qu'on peut aimer quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Madeleine a porté cet amour en silence pendant 50 ans. L'a gardé vivant dans les petits rituels du quotidien, dans les histoires murmurées, dans les objets conservés. Elle a transformé l'absence en présence. Lucie a transformé cette présence en héritage. Elle a montré que la douleur peut devenir enseignement, que le vide peut se remplir de sens, que l'absence d'un père peut devenir la présence d'une vérité universelle. Et Émilie, enfant adoptée qui n'a aucun lien de sang avec cette histoire, la transmet à ses propres enfants. Parce que l'amour n'a jamais eu besoin de génétique pour être réel. Il a juste besoin d'être raconté, d'être partagé, d'être cru. Sur la photo de 1917, un soldat tient une lettre. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru qu'il lisait un message reçu. Mais la vérité est beaucoup plus belle. Il écrivait pour quelqu'un qui n'existait pas encore, pour une lumière qu'il ne verrait jamais, pour un amour qui survivrait à toutes les guerres. Et ce morceau de papier qu'il tient, c'est peut-être la plus belle lettre d'amour jamais écrite. Parce qu'elle n'attendait aucune réponse. Parce qu'elle était pure foi. Parce qu'elle prouve que même dans la boue de Verdun, même sous les bombes, même face à la mort, l'être humain peut choisir d'aimer. C'est cela, l'héritage d'Antoine Leclerc. Non pas un nom gravé sur un monument, mais la certitude transmise de génération en génération, qu'aimer sans réponse n'est pas de la folie. C'est la forme la plus courageuse de l'amour. Et aujourd'hui, quand Émilie montre la photographie à ses petits-enfants, ils demandent toujours la même chose. Raconte-nous encore l'histoire de l'homme qui écrivait dans la boue. Parce que certaines histoires ne vieillissent jamais. Parce qu'elles parlent de ce qu'il y a de plus intemporel en nous, notre capacité d'aimer malgré tout, malgré la distance, malgré le silence, malgré l'absence. Et tant que quelqu'un racontera cette histoire, Antoine Leclerc ne sera jamais vraiment disparu. Cette histoire fictionnelle dramatise les silences et les blessures invisibles laissées par la guerre. Mais elle nous rappelle aussi que même dans la boue de Verdun, certains hommes ont choisi d'aimer au lieu de haïr. Elle nous enseigne que l'amour véritable ne se mesure pas aux réponses reçues, mais à la foi qu'on y met, même quand tout semble perdu. Parce qu'aimer sans retour, c'est peut-être la forme la plus pure de courage humain. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Madeleine face au silence des lettres? Avez-vous déjà gardé un secret pour protéger quelqu'un que vous aimiez? Pensez-vous qu'un amour puisse vraiment survivre sans jamais être partagé? Écrivez le mot « lumière » dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi de quelle ville vous venez. Et si dans votre famille il existe une histoire ancienne, un souvenir ou une lettre oubliée qui pourrait inspirer une nouvelle histoire, partagez-la avec nous. Elle pourrait donner naissance à un prochain récit sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez la vidéo.
activez la cloche et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore que l'amour peut traverser le temps. Et cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur et la mémoire.